D'abord, je veux remercier le CRIDAC pour l'invitation et pour avoir accepté ou décidé de m'héberger au courant de la prochaine année. Et pour le reste du temps qui m'est imparti, je vais mettre en relation la carrière de trois artistes peintres. Donc, la Canadienne Emily Carr, l'Australienne Margaret Preston et la Sud-Africaine Irma Stern. Les trois sont vraiment des icônes de la peinture dans leur pays respectifs, notamment parce qu'elles ont adopté des visions esthétiques très semblables. Elles ont toutes les trois été applaudi par la critique, quoique ça a été difficile au début, pour avoir intégré l'autre autochtone à un canon pictural ouvertement moderne et nationaliste. Dans les dernières décennies, à l'ombre de ce que certains pourront qualifier d'un tournant saïdien ou postcolonial dans l'étude des arts et de la culture, les trois aussi ont été sont touchés par des critiques très analogues. La logique appropriative, sous-jacente à leur démarche, leur rôle dans un projet colonial, leur contribution à la construction d'une vision raciste de l'autre et les relations de pouvoir inhéremment inégales dans leur démarche ont notamment été soulignées. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de réunir les trois dans le même cadre d'analyse pour la première fois. Du moins, c'est ce que je pense. Je veux croiser leur biographie en vous invitant à les croiser, je veux croiser leur biographie en vous invitant non pas à les voir seulement comme des artistes peintres, mais comme des intellectuels, qui étaient toutes les trois investis dans le projet anthropologique. Il n'y a pas eu de contact direct entre les trois qui est documenté, c'est pas assez proche à quelques reprises, puis on pourra en parler dans la période de questions. Mais en mettant en lumière les idées qui ont animé et pétri leur impulsion créatrice, on se rend compte qu'elles ont vraiment toutes les trois au courant de leur carrière porté une conception anthropologique de l'autre. Elles ont agi comme des courroies de transmission entre les savoirs anthropologiques et leur public, et elles ont porté une vision esthétique empreinte des théories au sujet de la disparition des peuples autochtones, des différences humaines et de la dégénérescence culturelle. Plus largement, les idées de Carr, de Preston et de Stern nous permettent de mettre en lumière la mécanique intellectuelle sous-jacente à la formation d'imaginaires nationaux et ainsi de contribuer à expliquer un moment de transition phare dans l'histoire de l'Empire britannique. Donc, qui passe d'une structure assez hiérarchique à la première itération du Commonwealth, ce club de pays autogouvernés perçus comme étant civilisés, notamment parce que dotés d'une conscience nationale propre, un signe certain à l'époque de stature civilisationnelle. Et je fais un aparté pour souligner que l'époque où Carr, Preston et Stern est riche en construction symbolique, la Fédération australienne n'a lieu qu'en 1901, l'Union sud-africaine en 1910. Alors, ce sont des pays qui sont perçus, qui sont effectivement assez jeunes. Et donc, à travers le trio sous-études, je pense qu'on peut mettre en lumière la relation entre la science, les arts et les imaginaires nationaux. Je vais commencer avec Emily Carr, qui est probablement celle avec qui certains d'entre vous seraient probablement ou peut-être familiers. Normalement, ces biographes vont diviser sa carrière en deux phases. Il y a une première phase qui va jusqu'en 1913, où elle peint un peu à la manière du fauvisme qu'elle a appris à Paris. Elle voyage dans les communautés autochtones de la côte ouest de la Colombie-Britannique. S'ensuit 10 ans d'inactivité relative et une seconde phase d'activité à partir du début des années 20, où elle se rapproche du projet moderniste et national du groupe des Sept, qui est porté par les grandes institutions d'Ottawa. Bon. Il y a un débat au sujet de cette temporalité-là, mais je vais l'adopter pour les biens de la présentation. Et donc, elle commence à peindre en 1899. Elle visite des communautés Nuu-chah-nulth de l'île de Vancouver et dans les années qui suivent, visite plusieurs musées pour s'inspirer. C'est au musée de Vancouver, en 1905, qu'elle fait la rencontre de Charles Newcomb, l'homme en charge des galeries anthropologiques. Newcomb est une influence marquante pour Carr, mais surtout à cette époque-là, dans la ville natale de Carr, il y a un engouement des élites commerciales, dont le père de Carr fait partie, pour l'art des nations autochtones avoisinantes. C'est perçu comme une manière de se différencier des États-Unis et aussi des autres provinces canadiennes. Donc, un engouement philanthropique et commercial pour l'art autochtone, mais il y a également une compétition avec les grands musées américains qui, à cette époque-là, s'approprient essentiellement tout ce qui peut être acheté. Et Newcomb est tout à fait au fait de cette manne. Il se fait une fortune en vendant des mains totémiques et d'autres objets à travers le monde. Si vous êtes allé dans un musée européen ou un musée américain, vous avez vu des objets d'art de la côte ouest, les chances sont qu'elles ont été achetées à Newcomb. Et Newcomb guide Carr également vers des textes anthropologiques. Donc ici, vous voyez une page du cahier de notes de Carr. Et à l'époque, ce qui vient scientifiquement justifier ce rapt culturel, c'est ce qu'on appelle après coup l'anthropologie d'urgence, en anglais la salvage anthropology. Au cœur de ce mouvement, c'est la croyance que le colonialisme et l'expansion démographique, microbiologique et industrielle de l'Europe
condamne inéluctablement les peuples non européens. L'humanité se mouvrait ainsi dans deux temporalités parallèles. Une première temporalité dynamique, progressive et moderne, qui s'étend rapidement à la surface du globe, causant ainsi la dégénérescence de plusieurs cultures dites primitives. La seconde temporalité ne survivrait que par fragments. Et donc, le rôle de l'anthropologue, c'est d'aller dans cette temporalité primitive, entre guillemets, et de recouvrir ce qui reste de cultures authentiques. Donc, ces fragments, ce sont des pratiques, des objets d'art, des langues, etc. Et Newcomb participe activement à ce sauvetage. Comme je l'ai dit, il vend des objets à plusieurs musées, mais également, il sert de guide dans l'anthropologie à Carr. Sous l'influence de Newcomb, Carr lit, par exemple, Franz Boas, l'anthropologue américain, et elle adopte la vision de Boas du relativisme culturel et cette notion que la culture matérielle non européenne produit des œuvres d'art au sens européen et esthétique du terme. Elle se convainc également que les cultures qui entourent Victoria doivent être documentées et sauvées. Et donc, en 1913, au moment de sa première grande exposition solo, elle se pose en anthropologue auprès de son public. Elle agit en experte et elle affirme que son art est anthropologiquement fidèle, mais aussi que sa sensibilité d'artiste lui permet d'être une participante dans ce sauvetage et d'identifier ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. S'arrogeant donc l'autorité de la science, elle déclare à son public, et je la cite, « My canvases are carefully and correct as to data. Dr. Newcomb, our best authority on West Coast material, agreed to that. » Et elle paraphrase également de longs passages de textes scientifiques, dont par exemple l'Encyclopédie Britannica et d'autres auxquels je reviendrai plus tard. Cela dit, Shirley Bair et Susan Crane ont toutefois noté que les peintures de Carr à cette époque exagèrent souvent l'état de conservation et la symétrie des mantes totémiques et des villages qu'elle peint, et que dans plusieurs communautés à l'époque, la présence de Carr crée un réel sentiment d'inconfort et d'invasion, ce dont Carr, évidemment, ne parle pas. Les toiles de Carr, et ça, je crois que c'est important de le noter, sont remarquables parce qu'il n'y a jamais personne. Or, les villages qu'elle visite sont souvent habités. Comme les anthropologues, Carr également se cherche des sources d'informations directes. Sa plus importante sera Sophie Frank, une femme d'une communauté salish de la côte, qu'elle rencontre à Vancouver en 1905. Frank est une figure marquante pour Carr. Elle est le sujet d'un rare portrait qui est ici dans l'autobiographie de Carr. Et il y a même une exposition récente au musée de Vancouver qui a suggéré que l'usage des couleurs de Carr est en fait l'influence de Frank, qui était une vannière accomplie. Puis je pourrais parler davantage d'elle dans la période de questions si ça vous intéresse. Par contre, l'exposition de 1913 est un échec total. Mais elle continue de croire en la pertinence de son art, notamment lorsque Marius Barbeau, l'anthropologue canadien-français, visite Victoria en 1921. Carr lui écrit et 5 ans plus tard, Barbeau lui répond. Barbeau est alors l'un des directeurs du Musée national et à la tête de la section anthropologique de la Commission géologique du Canada. Essentiellement, c'est le chercheur en sciences humaines le plus puissant dans l'appareil fédéral et il se sert de sa plateforme pour promouvoir un projet d'affirmation nationale et de réinvention culturelle. Et ça s'inscrit en continuité avec sa formation académique. Barbeau est formé à Oxford sous E.B. Tyler, qui est la première personne qui théorise la notion de culture, et R.R. Marett, qui est sa principale influence, ainsi qu'à Paris sous Marcel Mauss. Ce sont 3 anthropologues célèbres qui ont des conceptions théoriques tout à fait différentes, mais Barbeau n'est pas du tout un théoricien et il réconcilie l'opinion de ses maîtres à travers une appréciation pour le labeur artistique et également pour le mouvement britannique des Arts and Crafts. Et donc, comme Marett, Barbeau croit que le plaisir qu'on éprouve devant l'art prouve un peu la psychologie commune de l'humanité. De plus, l'expression artistique, n'importe quelle œuvre d'art, serait la représentation d'un stade de développement social, psychologique ou racial de l'humanité. Donc, la capacité des sociétés dites civilisées à apprécier les arts dits primitifs serait prétendument grâce à un réflexe mimétique ou qui permet le recouvrement dans le psyché de sensibilités anciennes. Or, une personne qui a une formation d'artiste, dans ce cas-ci Carr, serait particulièrement apte à décoder ses sensibilités passées et pourrait donc complémenter le travail du scientifique. Cela devient particulièrement utile lorsque, comme Barbeau et justement ses mentors, surtout Mauss et surtout Marett,
L'anthropologue cherche à récupérer ou à revitaliser des éléments oubliés ou négligés de la culture populaire ou nationale. Donc, pour Barbeau, puisque le Canada est un pays jeune qui n'a pas de savoir populaire ancestral comme la France ou l'Angleterre, l'imaginaire national doit intégrer et s'approprier les réalisations monumentales des artistes des peuples autochtones de la côte ouest. Il fait un argument semblable par rapport à l'art religieux québécois, mais je ne toucherai pas à ça dans la présentation d'aujourd'hui. Et donc, l'idée, et je le paraphrase, c'est de s'inventer une préhistoire culturelle. Et là, je fais une aparté contextuelle parce que je crois que c'est important. À cette époque-là, l'État fédéral est particulièrement coercitif sur la côte ouest. L'interdiction de la cérémonie du potlatch de 1884 est appliquée durement à partir des années 20. Il y a l'ouverture de nouveaux pensionnats pour Autochtones et, sous la supervision de Barbeau, plusieurs mathotémiques sont arrachés à leur communauté, envoyés soit dans des musées. Vous avez peut-être vu que le musée de Glasgow va ramener un totem qui a été volé par Barbeau, mais la plupart de ces objets-là, en fait, sont amenés dans des centres touristiques, puisque maintenant, le chemin de fer fait toute la côte de la Colombie-Britannique. Et donc, au moment où il écrit à Carr, dans cette idée de créer un imaginaire canadien, Barbeau rêve d'une grande exposition où seront montrées les réalisations d'artistes modernes, notamment celle du groupe des Sept, qui est à ce moment-là le mouvement moderniste et nationaliste dominant au Canada, avec différents objets qui proviennent de collections de musées. Et donc, pour Barbeau, Carr lui apparaît un peu entre le pont entre l'ancien et le futur. Bon, l'exposition de Barbeau s'ouvre finalement. Carr est l'artiste qui fait la couverture que vous voyez à l'écran et elle est aussi celle qui est le mieux représentée. La curation de l'exposition et les textes du catalogue cristallisent vraiment la vision de Barbeau d'un déclin autochtone et d'une réclamation canadienne. Carr est présenté comme l'incarnation même de la modernité artistique canadienne grâce à la manière dont elle s'inscrit dans une progression culturelle, qui débute avec une préhistoire autochtone et qui va vers l'art moderne. Vous pouvez facilement voir les peintures de Carr dans les photographies à l'écran. Et donc, suite à cette exposition, vraiment, la carrière de Carr prend son envol. Elle reprend le discours de Barbeau, elle devient une personnalité publique et vraiment, si vous lisez ses textes de conférences dans ses archives ou son autobiographie, c'est assez évident qu'elle prend l'idée de Barbeau. Et ensuite, si à première vue, par contre, dans cette seconde phase créative, la présence autochtone semble reléguée au second plan, c'est en fait parce que Carr cherche en fait maintenant à s'approprier, et je la cite, l'émerveillement, la vitalité et la vision des peuples autochtones afin de retranscrire le territoire. Elle passe donc d'une appréciation esthétique qui la rendait encline à la reproduction à un désir métaphysique ou psychologique dans sa reproduction de la nature. Et donc, dans cette vision fantasmée de l'autre, elle cherche à désapprendre sa formation européenne et de tenter un retour vers une conscience primaire et le recouvrement de sensibilité d'émotions et d'émotions anciennes. Encore une fois, on rejoint l'idée de Barbeau et de ses mentors. Et en fait, dans Marguerite Preston, elle aurait trouvé une artiste qui partageait tout à fait sa démarche. Donc, je vais passer à Preston. Puisque Preston, comme Carr, doit en fait son développement idéologique à un changement dans les pratiques muséales, parce qu'elle fréquente très tôt deux musées qui vraiment changent la manière dont les objets d'art aborigènes sont interprétés en Australie. Le premier musée est le musée de sa ville natale, à Adelaide, le South Australian Museum. Le second musée, c'est le musée national qui est à Melbourne. Dans ces institutions, donc, les spécimens anthropologiques sont présentés au public en fonction de leur qualité esthétique et non pas seulement comme des objets de curiosité. Le musée du musée d'Adélaïde, Charles Edward Sterling, qui est au milieu de l'image qui apparaît à l'écran, voyage vraiment souvent en Amérique du Nord et en Europe, puis il remarque un jour qu'il n'y a absolument rien qui représente l'Australie dans les grands musées du monde et qu'au contraire, il y a un certain Charles Newcomb qui a rempli tous les musées européens d'objets canadiens. Il ne mentionne pas Newcomb directement, mais il trouve ça agaçant que le Canada a des objets dans les grands musées du monde et pas l'Australie. Et donc, il se lance dans un grand projet d'acquisition pour reproduire, et je le cite, une collection représentative d'une race effectivement éteinte. Donc, le discours de l'anthropologie d'urgence, dont j'ai parlé au Canada, est également bien présent en Australie. Preston grandit à Adelaide, travaille au musée et donc très tôt baigne dans un milieu où le projet anthropologique local prend une dimension nationale ou plutôt nationaliste. De plus, lors de ses propres séjours en Europe, elle visite tous les musées du continent, surtout le musée Guimet à Paris où elle passe beaucoup de temps dans les collections d'art japonais. C'est là qu'elle commence à articuler une théorie sur les différences culturelles qu'elle pourra ensuite exposer dans différents périodiques australiens. Mais c'est surtout l'arrivée en Australie de l'anthropologue Baldwin Spencer comme directeur national du musée de Melbourne qui marque un tournant dans le contexte et pour Preston. Chez la convergence qu'on voit chez Preston entre l'admiration des arts aborigènes australiens
et le désir de trouver des produits culturels typiquement et purement australiens trouve chez Spencer l'un de ses premiers plus influents promoteurs. Comme Sterling, le directeur du musée Adelaide, comme Marius Barbeau, Spencer compte Tyler comme ses mentors, passe du temps à Oxford et formé au Royaume-Uni. Il travaille notamment au musée Pitt Rivers, ce qui ancre chez lui une préférence pour la disposition typologique et évolutive des spécimens dans les musées, plutôt que contextuelle ou thématique. Et sa principale contribution académique paraît la même année que sa nomination comme directeur du musée, soit The Native Tribes of Central Australia. Bon, la couverture est à l'écran. C'est un livre qui est extrêmement influent, qui caractérise certaines institutions sociétales à la lumière de ce que l'on commence à appeler la science de l'évolution sociale et qui contribue à recadrer la manière dont les cultures matérielles non européennes sont appréhendées. L'impulsion créatrice est donc désormais attribuée à une forme ancienne de religiosité. On accepte désormais qu'il existe des individus dotés d'aptitudes artistiques uniques dans les sociétés dites primitives. Certains objets d'art sont donc la création d'artistes et non pas seulement celle de techniciens qui reproduisent un savoir ancestral. Si ces idées vous semblent semblables à celles de Barbeau, c'est qu'en fait, la thèse de Barbeau se veut une contribution au travail de Spencer, mais appliquée au contexte canadien. Newcomb guide Carr vers les travaux de Spencer et c'est même l'un des textes qu'elle va lire à son public lors de son exposition en 1913. Par contre, ce qui est moins connu, c'est que Spencer est également un peintre amateur et un grand collectionneur d'art. Et comme plusieurs immigrants qui quittent la Grande-Bretagne vers les colonies de peuplement, il devient rapidement un patriote culturel pour son pays d'adoption. Et donc, il collectionne de l'art australien, il encourage la création culturelle australienne et en fait de la place dans son musée. Et comme directeur, il commande aussi directement une cinquantaine de peintures sur écorce, ce qu'on va parfois appeler des peintures en rayon X aujourd'hui, à des membres d'une communauté de Gunbalania dans la terre d'Arnhem. On est donc complètement au nord de l'Australie, près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Des œuvres semblables avaient déjà été exposées dans le cadre d'expositions universelles, par exemple, mais l'objectif était de créer un sentiment d'exotisme, pas vraiment de mettre en lumière le travail d'artistes, l'incision, les couleurs. Or, ces peintures sont toutefois toujours présentées dans le musée d'histoire naturelle, pas dans la galerie d'art, qui sont de part et l'autre du bâtiment. Et là, je cite Spencer dans son catalogue comme « des reliques de l'enfance psychologique de l'humanité ». Il est à noter d'ailleurs que Spencer ne prend pas en note les noms des artistes qui ont fait les œuvres. Comme vous voyez, les artistes sont inconnus, même s'il leur commande directement. Spencer est d'abord biologiste de formation et il est ainsi obsédé par la pureté culturelle et raciale. Les œuvres qu'il commande, donc, sont d'abord perçues comme une temporalité ancienne, mais également parce qu'à risque de dilution culturelle à cause des contacts soi-disant grandissant entre le nord de l'Australie et l'Asie. Il reprend donc le discours du racisme scientifique de l'époque et parle d'un risque de contamination. Spencer meurt en 1924, quelques années avant que Preston se fasse réellement connaître. Par contre, Preston étudie dans le musée de Melbourne. Son école est dans le musée, donc elle a toujours accès aux collections de Spencer. Et elle déclara dans les années 20 que c'est en voyant les peintures sur écorce de la collection Spencer qu'elle eut l'idée de s'en servir comme assise pour un nouvel art national australien. Et donc, les peintures qui font connaître Spencer, certaines sont à l'écran, même si ça vient d'une période un peu plus ancienne, incorporent la flore australienne, ce qui est assez rare à l'époque, un peu comme au Québec, dans la poésie australienne, on reprenait toujours un vocabulaire européen pour les plantes, plutôt que de parler de plantes indigènes, mais également des musées, des objets aperçus dans des musées. L'inspiration anthropologique, par contre, est surtout à voir dans la composition simple des œuvres, dans la géométrie et dans le choix des couleurs qui cherchent à évoquer un peu les rouges terreux de la peinture sur écorce. De 1916 à 1942, elle signe la moitié des textes sur l'art aborigène dans la revue Art in Australia, qui est un influent périodique artistique australien, et qui est aussi produit par un proche de Spencer. Elle y expose sa théorie selon laquelle un grand art national est le produit de différences inhérentes entre des groupes. Reprenant donc le discours de Tyler, de Spencer et de Merritt, elle argue que c'est le rapport au territoire qui rend possible l'originalité. Elle donne un exemple Dürer et John Constable, qui auraient repris les savoirs millénaires de la paysannerie de leur pays d'origine. Or, un peu comme le fait Barbeau, en l'absence d'un comparable australien, Preston enjoint ses collègues à désapprendre leur formation européenne afin de se retourner vers des arts typiquement australiens. Elle note aussi que
les artistes australiens pourraient se déplacer dans les territoires australiens du Pacifique. On l'oublie souvent, mais pendant quelques années, l'Australie a des vraies colonies. Elle reprend les colonies allemandes dans le Pacifique après la Première Guerre mondiale. Ce qui fait dire à Preston qu'elle est tout à fait jalouse de ses collègues européens qui peuvent chercher leur inspiration au sein des empires coloniaux. Elle reprend également cette idée que ce processus ou cette impulsion créative doit être faite rapidement, puisqu'il y a toujours un risque de contamination, ce qui fait en sorte qu'elle s'oppose farouchement aux politiques d'immigration, et elle dira, par exemple, « Our saving grace in Australia is our distance from contaminating sources ». Et donc, pour reprendre ces mots, elle milite pour la création de ce qu'elle appelle une structure mentale dans les beaux-arts. Ce discours et son approche, en fait, attirent l'attention d'Alfred Radcliffe Brown, qui est, après le décès de Spencer, l'anthropologue le plus connu d'Australie. Et il voit dans Spencer en fait une confirmation de ces théories qu'il appelle le structuralisme. Si vous êtes un peu au fait de l'histoire de l'anthropologie, il y a Branislaw Stanislavski qui invente le fonctionnalisme, il y a Radcliffe Brown qui invente le structuralisme. Il écrira que Preston a compris des formules intangibles pour lesquelles l'humain peut communiquer des émotions. Preston tenterait donc d'aller à l'essence même de ce que cela signifie que de vivre dans le territoire australien. Même s'il ne reste que 6 ans en Australie, Radcliffe Brown ouvre les portes du milieu anthropologique à Preston. Elle collabore avec ses étudiants, écrit dans des collections et organise plusieurs expositions. En fait, c'est même à travers des anthropologues comme A.P. Elkin, qui est un assimilationniste notoire, qu'elle obtient toute la documentation permise pour aller visiter des communautés dans les territoires du Nord. Elle se pose, comme le faisait Carr, en experte, et même après la guerre, participe à un comité de l'UNESCO qui vise à faire reconnaître certains sites d'art rupestre comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. Or, contrairement à Carr, Preston a très peu de contact direct avec les communautés autochtones. C'est vraiment les musées et les scientifiques qui sont ses principaux médiateurs. De plus, les arts autochtones demeurent pour elle pertinents d'abord comme matière première à un renouveau culturel australien. C'est notamment le cas dans sa participation à une exposition phare qu'elle organise, Art of Australia, 1770-1941, qui est destinée à un public américain et canadien. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter le renouveau australien à des pays alliés dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi convaincre le public américain que l'Australie vaut la peine d'être sauvée, puisque les Américains ne sont pas encore investis dans le Pacifique à ce moment-là. Preston signe un texte dans le catalogue, près des tableaux à l'exposition et milite pour l'inclusion d'objets qui proviennent des collections de Baldwin Spencer, chose qui sera faite. L'exposition rappelle celle de Barbeau en 1927. Elle est organisée de manière à montrer, à la manière d'un parcours muséal évolutif et typologique, que les peintures sur écorce ont amené des artistes modernes, dont Preston, à un mode de création neuf et typiquement australien. C'est une occasion ratée de rencontre entre les idées de Preston et celles de Carr, puisque à ce moment-là, Carr a des problèmes de santé et ne peut pas se déplacer à Ottawa pour voir l'exposition australienne. Or, la critique canadienne fait le lien entre Preston et Carr, pas directement, mais va souvent présenter le travail des deux artistes dans les mêmes colonnes. Donc là, j'en ai une ici. Et en fait, dans le Canadian Forum, en mars 1943, sur l'autre page, et je m'en voulais de ne pas avoir la photo, il y a également une peinture de Carr et une peinture de Preston qui sont affichées ensemble. Donc, les liens ne sont pas directement faits dans le texte, mais on invite un peu les lecteurs à comparer ce qui est maintenant une approche esthétique canadienne connue à ce qui est un pendant australien. Donc, on l'a vu, Carr et Preston sont nationalistes très tôt dans leur carrière. Par contre, Stern est un peu différente. Pendant longtemps, elle fait la navette entre l'Afrique du Sud et l'Allemagne. Elle est née en Afrique du Sud, par contre, mais ses parents, qui sont de confession juive, ont immigré de l'Allemagne à l'Afrique du Sud. Et suite à l'occupation de leur village en 1898 par des soldats britanniques pendant les guerres d'Afrique du Sud ou la guerre des Boers, la famille retourne à Berlin et Stern passe essentiellement son adolescence dans la culture weimarienne. Et c'est là qu'elle rencontre Max Pechstein, qui est un expressionniste très connu et qui sera son mentor. Il y a un lien entre l'anthropologie et l'expressionnisme allemand, et je pourrais en parler dans la période de questions, mais je veux simplement souligner que c'est vraiment à ce moment-là que Stern adopte un fantasme pour l'exotisme et pour le voyage, qui est vraiment propre à l'expressionnisme. Un pendant français, ce serait Gauguin, par exemple. Et donc, par exemple, à cette époque-là, elle va comparer sa recherche de sujets à une partie de chasse, et c'est difficile de penser à une métaphore qui est plus coloniale et qui souligne aussi crûment l'instrumentalisation de l'autre à des fins purement esthétiques à cette époque.
Elle s'établit au Cap surtout pour avoir accès à des sujets en 1924, mais avec la montée au pouvoir d'Hitler, elle s'enracine vraiment en Afrique du Sud. Et dans ses archives, c'est vraiment frappant. Elle a un journal intime où elle écrit en allemand. Et en 1933, comme dans sa correspondance, elle passe soudainement à l'anglais. Et à ce moment-là, elle a presque 40 ans et dans sa tête, elle devient sud-africaine. Et c'est également un moment qui est marquant dans la construction identitaire sud-africaine, puisqu'on est quelques décennies après la guerre des Boers, à peine 20 ans après l'Union, et il y a un esprit de corps qui commence à se former au sein de la population blanche. Ce qu'on appelle typiquement le sud-africanisme, c'est associé à Jan Smuts, qui est l'homme au milieu de la photo à l'écran, prise à Montréal. Et lui, c'est un général boer qui se reconvertit, au fond, en prophète d'un rapprochement anglo-africanaire. Et il y a soudainement un sens d'une destinée commune parmi les Blancs sud-africains, qui est notamment renforcée par les nouvelles lois ségrégationnistes de 1926. Donc, ces lois-là sont surtout en réponse à la résistance syndicale et populiste des communautés noires, surtout dans le Veld, donc le plateau sud-africain où est-ce qu'il y a la révolution minière. Et le succès de Stern, donc, repose sur sa capacité à comprendre ce qui se passe à ce moment-là, de voir qu'il y a une nouvelle classe moyenne qui se perçoit comme sud-africaine et à son habileté à leur offrir des nouveaux référents. Ce qu'elle fera, c'est qu'elle leur montrera que l'Afrique du Sud, au-delà de ses paysages, peut être une source de beauté. Et donc, très tôt dans sa carrière, elle fait le choix de peindre des membres de la communauté noire du Cap et de sa population musulmane, ceux qu'on appelle traditionnellement les Malais du Cap, même si c'est un terme qui est assez imprécis. Elle se tient loin de tout commentaire politique, ce que certains associent également à son côté business. Elle en fera deux, en fait, qui sont marquants, à mon avis. D'abord, au moment du décès de Smuts en 1950, pour l'encenser. Ensuite, au retour d'un voyage au Sénégal dans les années 30, elle critique alors fermement l'absence de lois ségrégationnistes dans la colonie française en disant que ça fait une société qui est trop permissive. Je vous dis ça parce que les idées de Stern sur les différences raciales sont beaucoup plus fixes que celles de Preston ou de Carr. Ce qui est pertinent parce que contrairement à Carr et à Preston, Stern, elle, est portraitiste. Donc, l'autre apparaît dans son art, non pas comme une évocation à travers sa culture matérielle, mais vraiment en personne. Jeune, elle est notamment une lectrice du Comte de Gobineau, qui est un peu le précurseur du racisme scientifique et de la classification raciale, mais l'influence directe de Gobineau sur sa pensée est assez difficile à évaluer. Elle reprend toutefois le discours bio-racial qu'on pourrait attribuer à Gobineau et à sa filiation intellectuelle en faisant référence à des types pour décrire ces sujets et déclara que les différences raciales insurmontables entre elle et ceux qu'elle décide de peindre rendent impossible l'analyse psychologique fine que l'on attribue normalement au portrait. Une partie de son art peut ainsi être vue comme un projet de classification. Elle les appelle ses Native Studies, je la cite, et les intitulés font référence à des catégories génériques. Vous pouvez le voir à l'écran. Il y a aussi Malay Woman, Zulu Woman, Young Arab, et ainsi de suite, et ça s'inscrit sur des dizaines d'années. Ça ne veut pas nécessairement dire que Stern n'est pas consciente de la portée sociale de son art, mais plutôt que je pense qu'elle est surtout à l'aise dans le libéralisme smotien de l'entre-deux-guerres, où il y a un racisme paternaliste, une crainte de la dégénérescence des cultures du sud de l'Afrique. Elle est, au moment de l'apartheid, donc à partir de 1948, dans cette espèce de projet de réforme totale. En effet, par exemple, nous dit l'historien de l'art Donna Wiley, dans Made in Uniform, qui est peint 7 ans après les passages des lois de l'apartheid, on voit une femme un regard clairement désapprobateur et on sent un peu à une époque où la contestation politique se fait sentir qu'un orage politique est à venir. Et je suis assez d'accord avec cette interprétation. Par contre, comme Carr et Preston, l'obsession de Stern pour l'authenticité lui vient de l'anthropologie. Sa principale influence anthropologique est Léo Frobenius, un dilettante anthropologue allemand qu'elle rencontre à Berlin. Elle visite ses collections à Berlin et dans sa collection personnelle, il y a une statuette qui lui a été offerte par Frobenius. Elle lit Frobenius, elle adopte sa théorie de la diffusion culturelle et elle trouve également une théorie de la diffusion culturelle scientifiquement plus rigoureuse chez le Britannique Charles Seligman, qui est un anthropologue à LSI. Ceci dit, les deux auteurs sont aujourd'hui complètement discrédités.
Par contre, pour eux, toute manifestation culturelle sophistiquée en Afrique subsaharienne est le produit de la survivance somatique ou biologique d'une civilisation ancienne. L'Égypte pour Seligman et Yaruba ou l'Atlantis noir pour Frobenius. Et donc, les manifestations culturelles qui demeurent sont donc pour la plupart dégénérées et comme deux autres artistes, cela pousse Stern à voyager en quête d'authenticité. Elle suit exactement les itinéraires de Frobenius en Afrique. Elle va au Congo belge, à Zanzibar et au Swaziland. Elle affirme en 1943 que la beauté des hommes et des femmes dans certaines régions visitées prouve l'existence d'une race isolée liée aux anciens Égyptiens. Donc, l'influence de ces deux-là sur sa pensée est, à mon avis, assez claire. Les peintures qu'elle fait à cette époque, en fait, sont celles qui se vendent le mieux aujourd'hui. À l'époque, elles sont achetées par les grands conglomérats sud-africains comme De Beers, ainsi que par l'État. Ils sont affichés dans les consulats, dans les ambassades et dans les hauts commissariats sud-africains. Et donc, l'image de Stern qui s'accapare l'expérience d'autrui évoque le rapt anthropologique dont j'ai parlé précédemment, surtout qu'au Congo, Stern se fait elle-même collectrice. Et à son retour au Cap, ses collections sont exposées dans les musées et font l'objet d'études anthropologiques par l'abbé Breuil et l'anthropologue gouvernemental Clarence Van Rietlow. Je n'ai pas vraiment été en mesure d'évaluer l'étendue de la relation entre Breuil et Stern. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'elle a fait un portrait de l'abbé et qu'on appelle également le pape de la préhistoire et qui contribue avec Jan Smuts à l'invention de l'Afrique du Sud comme étant le berceau de l'humanité. Et ce qui est à souligner, donc, vraiment, c'est que Breuil, comme Stern, doit son succès en Afrique du Sud au patronage de Smuts et au projet de créer une Afrique du Sud moderne et unique de par sa relation au passé humain, tant via les sciences que par les arts. Ainsi, au moment de la visite de la famille royale en Afrique du Sud en 1947, les peintures de Stern sont choisies pour une exposition spéciale. Elles sont montrées avec des peintures rupestres provenant de la collection du Musée du Cap. Alors, encore une fois, on a une artiste peintre moderne qui est exposée avec des objets de collection anthropologique de manière à mettre en lumière la filiation présumée entre les trois, ainsi créer un narratif qui passe d'une préhistoire, entre guillemets, autochtone, vers un art résolument moderne et affirmé. Je vais arrêter mes biographies croisées là-dessus. Je vais vous laisser peut-être sur une dernière considération théorique. L'Afrique du Sud, le Canada et l'Australie sont ce que les historiens et d'autres chercheurs appellent de plus en plus des colonies de peuplement, des colonies d'occupation. Et donc, la différence admise, c'est que le projet colonial dans ces territoires se fait non pas via le contrôle d'une main-d'œuvre et l'extraction de richesses qui doivent être exportées vers une métropole, mais plutôt via l'enracinement de colons, la création d'une nouvelle société et un rapport appropriatif au territoire. Il y a une tendance dans ce mouvement théorique-là à mettre de l'avant le projet, la manière dont ces projets sont perçus comme novateurs, nouveaux, comme une table rase, ou sur ce qui est soi-disant une terra nullius, on construit une nouvelle société. Et donc, souvent, on dit que l'histoire et le passé ne sont pas très importants dans cette société-là. Je pense que l'exemple de Stern, de Carr et de Preston, enfin, nous montre que, du moins dans les arts et dans les sciences, il y a une relation avec le passé autochtone qui est perçue comme étant essentielle dans la légitimité et dans la construction d'imaginaires nationaux. Et je serais très heureux d'en parler, si vous le voulez ou non, au cours de la période de questions. Merci beaucoup. Wow. Alors, plusieurs choses vous ont très certainement interpellé et je tiens à souligner l'excellence, entre autres, de la conclusion qui a permis là, de venir nous expliquer là, en quoi ces trois parcours, avec des parallèles qui leur sont propres, est significatif dans notre compréhension de ces sociétés coloniales-là. Donc, excellente conclusion. Je souligne également, à mon avis, l'aspect très novateur de cette recherche qui est tirée de tes recherches doctorales, hein, de vouloir mettre ensemble une étude, en fait, de l'art ici, et des artistes, mais en allant les replacer dans leur contexte
intellectuel, leur contexte de circulation d'idées à l'intérieur ici de ce que tu n'as peut-être pas nommé directement, mais qui est la notion d'empire aussi. Donc, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Je tiens à souligner que pendant la présentation de Martin Crevier, vous n'aviez pas accès, là, je ne sais pas si tu le dis, mais vous n'aviez pas accès, là, ceux et celles qui sont avec nous via Zoom, de poser des questions. Donc, le micro était fermé, vous ne pouviez pas également écrire des commentaires, mais là, vous le pouvez. Donc, la parole est à vous, chers membres du public, si vous voulez entrer en dialogue avec Martin Crevier. Alors, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Je vois déjà Dominique, et comme elle est directrice du CRIDAC, je pense qu'on peut lui laisser l'honneur de poser ou d'émettre un premier commentaire, poser une première question. Et là, peut-être que tu vas m'aider pour voir s'il y en a qui ont la main levée aussi sur Zoom. J'en vois déjà quelques-unes. Alors, Dominique, puis ensuite, je laisserai la parole à Marie-Charlotte et Samuel. Merci beaucoup, Martin, pour cette conférence. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment passionnant. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec Stéphane que ta conclusion nous permet vraiment de bien ressaisir le propos et la thèse qui est sous-jacente. Et au fond, c'est ça. Donc, si je comprends bien, c'est ça qui est fascinant, c'est que dans les trois cas, il s'agit de s'inventer au fond des racines ou un passé ou une histoire qui plonge ses racines donc dans l'art autochtone, enfin ou dans la production, dans la culture autochtone ou dans les cultures autochtones. Et la médiation, ce qui permet cette appropriation, ce qui permet de dire que c'est au fond il y a une continuité entre nous les occupants actuels et eux. Cette sorte de forme d'évolutionnisme, c'est ça. Et donc, au fond, on est tous des humains et que quelque part, eux, ce sont nos ancêtres. Hein? Est-ce que c'est ça, au fond, l'argument Mais ce sont nos ancêtres dans le passé. C'est ça. Et j'aurais peut-être pu en parler davantage, mais ce que j'ai voulu faire, par exemple, en parlant de ce qui se passait sur la côte ouest, au moment où Barbeau s'intéresse aux cultures autochtones de la côte ouest, c'est qu'en parallèle de ça, mais dans tous les pays, il y a également un projet politique qui cherche à définir qui est en mesure d'exprimer la culture et qui est en mesure de parler, et au fond, à qui appartient le pays. Et donc, et en Australie, et en Afrique du Sud, évidemment, c'est toujours un peu différent en Afrique du Sud pour des raisons démographiques, et au Canada, l'héritage autochtone est pertinent dans la mesure où il est associé à un passé glorieux. J'ai enlevé la citation, mais Carr dit un jour que les villages autochtones autour de Victoria, pour nous, c'est un peu comme ce que sont les ruines romaines pour les Britanniques. Ça parle à la grandeur passée du pays. Donc, en Afrique du Sud, il y a un discours semblable avec les ruines de ce qu'on appelle le Grand Zimbabwe. Et donc, l'autre autochtone est pertinent dans la mesure où il reste dans le passé. Et c'est pour ça que c'est un ancêtre c'est pour ça que je pense qu'il y a un jeu de temporalité ou il y a une politique des temporalités dans les trois cadres que j'ai cherché à donner. Mais... C'est intéressant, cette dimension de l'autre doit rester dans le passé parce que dans les peintures d'Émilie Carr ou de Preston, l'Autochtone n'est même pas présent. L'autre Autochtone n'est même pas présent. Alors oui, ce sont des peintures centrées sur naturalistes, hein, sur la nature, mais justement, il n'y a même pas de genre d'individus, tu l'as souligné. Donc, c'est des traces de ce passé-là. Et ce qui est donc quelque chose de vivant. Je te remercie pour ta question parce que ça me permet de montrer ma slide secrète. C'est pas prévu, là. Pas prévu. Arrangé avec le gars. Et oui, en fait, puis c'est ce qui est assez exceptionnel, en fait, c'est l'effacement de l'autre à travers l'art. Et c'est encore plus évident dans la peinture de paysage, qui est un style que le monde anglophone considère comme étant proprement britannique. Alors, dans les colonies de peuplement, au Canada, il y a le groupe des Sept. En Afrique du Sud, il y a Jacob Pirnif, qui est représenté ici. Puis en Australie, il y a le Heidelberg School. La peinture de paysage est le genre dominant avant l'arrivée de Carr, de Stern et de Preston. Et c'est vraiment une façon de faire en sorte qu'on peut peindre le paysage de manière moderne, comme coloniaux nationaux que nous sommes, mais en reprenant un style qui est accepté dans la métropole britannique. Or, ce qui est fascinant, à mon avis, c'est que quand on regarde Pirnif,
Quand on regarde le groupe des 7, les ressemblances sont frappantes. Et voilà. Mais encore une fois, le paysage est vide. C'est une nature qui est donc là pour être conquise ou pour aller faire du canot comme le groupe des 7. Je laisserai la parole à Mme Franco. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? On vous entend parler, mais vraiment très peu. Donc, Mme Franco, peut-être reprendre votre question, puis je vais voir si on vous entend dans la salle. Attendez. Ah, voilà. Parfait. Bien? OK, parfait. Alors, donc moi, mon nom est Marie-Charlotte Franco. Je suis postdoctorante à l'UQO et je suis spécialisée en histoire de l'art autochtone et en décolonisation muséale. Donc, ces sujets m'intéressent beaucoup. J'ai beaucoup aimé justement la comparaison des trois artistes et tout le contexte politique, culturel et intellectuel de l'époque et voir en fait finalement les ressemblances très frappantes alors qu'on est sur on est vraiment dans des lieux extrêmement éloignés les uns des autres, mais avec une culture commune, une culture coloniale commune. Ma question, en fait, elle était plus contemporaine et ça fait un peu du pouce avec le commentaire précédent sur l'absence de l'autre. J'aurais voulu savoir si, dans vos recherches, vous avez connaissance en fait de la réaction des populations autochtones ou bien dans le passé, vous avez mentionné que Émilie Carr en fait dérangeait de sa présence dans les communautés autochtones sur la côte nord-ouest. Mais donc, savoir si la réaction des communautés autochtones à l'époque et si vous avez connaissance de potentiels œuvres autochtones actuelles qui reprennent aussi et qui parfois critiquent les peintures de ces trois artistes. Au Canada, je pense notamment à Sony Assou qui a fait une grande série qui reprend l'esthétique d'Émilie Carr, mais en apposant des symboles autochtones contemporains. J'aurais voulu en savoir plus là-dessus. Merci. Je suis moins au fait de la production contemporaine. C'est malheureusement le défaut des historiens. Mais oui, Émilie Carr est souvent reprise et critiquée, que ce soit dans l'art, dans les médias et dans l'espace public. Le groupe des 7, j'en ai moins parlé, mais l'est également. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque même où ce dont j'ai parlé, la production intellectuelle dont j'ai parlé prend place, les artistes sont rarement en fait les bienvenus. En fait, ce dont Marius Barbeau rêvait au moment de l'exposition en 1927, dont j'ai montré les photos, c'est d'envoyer en fait, les membres du groupe des 7 sur la côte ouest et d'avoir vraiment de l'art qui serait fait pour l'exposition. Or, lorsque A.Y. Jackson et ses amis arrivent sur place, mais ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout les bienvenus dans les communautés. Ils ressentent l'hostilité et vraiment, il y a une résistance autochtone à leur présence et rapidement, ils plient bagages et ils repartent. Je pense que ça en dit beaucoup. Et en fait, c'est un peu pour ça que Carr se retrouve à être l'artiste la plus représentée dans l'exposition, c'est que le projet de Barbeau est mis à mal à cause de ça. Pour ce qui est de Preston, je ne sais pas pour ce qui est de l'époque contemporaine, mais récemment également, elle a été le sujet de critiques. Mais c'est surtout le cas de Stern qui est intéressant parce que si elle a été critiquée, elle est également reprise. Et en fait, il y a plusieurs musées du monde arabe, notamment dans les pays du Golfe, qui acquièrent l'art qu'elle a fait lorsqu'elle était à Zanzibar et où elle s'inspirait de l'influence arabe dans l'océan Indien et qui rachètent les musées, qui se disent, bon, certes, il y a des biais évidents dans cet art-là, mais ça reste un art qui nous représente et un art dont on peut être fier. Et maintenant, l'art de Stern est celui qui se vend au prix les plus élevés parmi les trois, parce que maintenant, dans le Golfe, ces peintures sont partout. Alors, c'est un peu une espèce de réappropriation contemporaine de son œuvre. À l'inverse, par contre, en Afrique du Sud, maintenant, ces portraits sont souvent utilisés dans des expositions didactiques où on se sert de la notion d'orientalisme pour dire voici comment un artiste de l'époque de la ségrégation et de l'époque de l'apartheid a inventé l'autre. Et ça, c'est rendu possible parce que, évidemment, en Afrique du Sud, maintenant, la direction des musées se fait dans le cadre d'un État démocratique. Et je pense que dans le présent, le
plus intéressant, c'est ce qui se passe avec Stern, parce que c'est un phénomène qui est assez nouveau, alors que Carl, les critiques, je crois, datent d'au moins les années 80. Ce n'était pas parfait comme réponse, mais j'espère que c'est satisfaisant. Merci beaucoup. Je vois M. Shapiro. Allez-y. Bonjour. Oui, merci Stéphane. Content de te voir, ne serait-ce que virtuellement. En effet, je fais du... merci Martin pour la conférence vraiment intéressante. J'avais deux commentaires qui sont des pistes de réflexion plutôt que des critiques. J'allais abonder dans le même sens que Stéphane sur la relation entre Empire et ce qu'on appelait à l'époque les colonies, mais je vais concentrer mes commentaires un peu plus sur la notion anthropologique. Je suis peut-être l'un des rares anthropologues, pas le seul, mais l'un des rares à être un habitué des événements d'ICRIDAC. Dominique et Stéphane, que je salue, le savent. Et je voulais juste vous pousser un peu plus loin parce que l'anthropologie, oui, c'est l'étude oui, c'est les études muséales, oui, c'est les peuples autochtones, oui, c'est l'altérité, mais il y a aussi une histoire parallèle où l'anthropologie n'est que ça, c'est aussi le politique, les centres de pouvoir, ce n'est que les marges, ce n'est que l'altérité. Bref, je voulais juste, et ça commence à partir avec des gens, Mose, Radcliffe Brown, Evans Pritchard, mais on peut tracer la filière encore plus loin. Je voulais juste savoir, est-ce que ça, c'est quelque chose, il me semble qu'on en parle d'anthropologie, ben, il faudrait inclure cette histoire-là aussi pour ne pas tomber, pour ne pas avoir un portrait qui pensait. J'aimerais juste avoir vos commentaires, vos réactions sur ça. Ce n'est pas du tout un reproche. On pourrait en reparler si vous le souhaitez amplement aussi. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord. Et bon, la preuve, et c'est ma faute, j'ai coupé un passage de la présentation. Mais Radcliffe Brown, avant d'être professeur à Melbourne, est professeur au Cap. Malheureusement, il ne semble pas y avoir eu de contact entre lui et Stern à cette époque-là. Ce qui en dit long, à mon avis, parce qu'à l'époque, en fait, Brown est l'un des critiques de la ségrégation raciale telle qu'elle est alors instaurée en Afrique du Sud. Et ses discours sont dans l'air. Stern s'intéresse à ce que des gens comme lui disent. Et donc, manifestement, elle aurait été au courant, surtout que lui est au Cap, il est en charge du musée du Cap, puis il crée même une petite collection. Et lui aussi doit sa job à Smuts, comme essentiellement tout le monde, apparemment. Et le fait que Stern ne s'intéresse pas à ce qu'il dit, je pense, c'est plus révélateur sur sa pensée, par rapport à sa pensée, qu'elle est par rapport à Radcliffe Brown. Et je pense que, oui, alors je pense que c'est un moment où, en fait, pour Radcliffe Brown, on pourrait le dire, est du bon côté de l'histoire, et je ne l'avais pas souligné. Et en Australie aussi, en fait, il se tient assez loin des débats politiques. L'assimilationnisme assez intense de ses étudiants ne semble pas venir de lui. Et j'aurais beaucoup aimé, mais malheureusement, on ne peut pas créer nos sources, les historiens, que Stern ait un contact avec lui, ou au moins savoir si oui ou non elle avait lu ses textes, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé. Vous avez d'autres questions ou commentaires pour Martin? Et ce lien avec l'expressionnisme, entre l'expressionnisme allemand et l'anthropologie, est-ce que tu peux en dire quelque chose? C'est assez simple, dans le sens où les expressionnistes allemands passent énormément de temps dans les musées. Et Emil Nolde, par exemple, s'installe et peint dans les musées. Pechstein fait la même chose. Et c'est un peu, le musée est un peu le premier port d'attache avant d'aller voyager, surtout dans le Pacifique. Et je pense que chez certains, on fait l'argument que vraiment la vision évolutionniste des artistes allemands de cette époque-là vient du fait qu'ils vont dans les musées, c'est le discours dominant de l'époque et ils l'adoptent sans trop poser de questions. Mais en fait, la présence de collections muséales anthropologiques en Allemagne est un phénomène assez récent. Donc, les artistes allemands sont assez excités d'aller voir ces collections-là parce que l'Empire allemand est en constant rattrapage.
On vient tout juste d'acquérir des colonies, les Français, les Britanniques, ça fait des années qu'ils en ont. Ça fait des années qu'ils ont des collections dans leur capitale. Finalement, l'État allemand, dans l'entre-deux-guerres, juste avant la Première Guerre mondiale, finance de grandes expéditions pour aller collectionner. Frobenius se fait un nom à ce moment-là. Et soudainement, il y a des collections pour les artistes allemands. Alors, ça se fait un peu parce qu'il y a ce côté novateur, et là, eux vont voir ça. C'est pas qu'ils se promènent au Canada? Ou... Oh non, non. Je pense pas. C'est à l'intérieur du musée. C'est en fait le territoire, l'anthropologue, l'artiste, un peu cette relation-là. La médiation, c'est le musée. Oui, tout à fait. Le cabinet de curiosité. Oui, exactement. Ça, en Allemagne, oui, à Dresden. Oui. Exactement, ils vont beaucoup à Dresden. Oui, Dresden, c'est... Je ne veux pas trop en dire parce que ça reste que l'on sort un peu de mon champ d'expertise. Non. Des expressionnistes allemands, mais essentiellement, ils vont dans les musées, mais souvent fait que le musée est l'endroit où il y a les... à cette époque, il y a des expositions où on amène des gens des colonies, puis ce qu'on appelle des fers. Il y a l'exposition réellement d'êtres humains qu'on replace dans des villages reconstruits, puis c'est un projet qui est anthropologique également. Et souvent, ça se fait devant les musées ou dans les quartiers des musées. Et donc, souvent, les expressionnistes vont aller au musée, aller voir les gens qu'on a ramenés des colonies et se dire, on pourrait y aller également. Je mettrai un commentaire, question, et je pense que ça permettra aux membres du public de réfléchir à savoir s'ils n'ont pas d'autres commentaires ou questions de leur côté. Je me demande s'il n'y a pas un éléphant dans la pièce. Peut-être que je me trompe. En histoire, on fait des choix comme dans d'autres disciplines, que ce soit pour la recherche ou pour les communications scientifiques. Vous avez choisi aujourd'hui de vous intéresser à Emily Carr, Irma Stern, Margaret Preston. 3 femmes. Oui. Est-ce un hasard ou dans votre analyse, et là peut-être que je vous amène à glisser peut-être vers vos recherches doctorales, est-ce que la dimension du genre a une importance pour comprendre ce que vous êtes venu nous expliquer aujourd'hui au sujet de ce projet politique de création d'une identité dans ces colonies de l'Empire britannique? La réponse, c'est oui. Mais c'est, à mon avis, surtout parce que la niche qui était occupée par la peinture de paysage, où Preston, Carr et Stern tentent également de se faire un nom, est un milieu extrêmement conservateur, masculin, pour ne pas dire machiste. Et donc, c'est peut-être parce que, en tout cas, c'est tout à fait le cas dans le cas de Stern. Dans le cas de Preston, ça semble également l'être, et dans le cas de Carr, il y a des contingences différentes. Mais le milieu artistique est dominant et masculin. Il y a des peintres canadiennes, notamment dans le groupe du Beaverbrook, qui se font connaître à cette époque-là, mais elles ne sont jamais intégrées dans l'establishment par le groupe des 7, par exemple. Et donc, la niche qui reste, ou l'endroit où on peut se démarquer, mais c'est en faisant différent. Et je pense que les 3 ont identifié la même niche où elle pouvait occuper un espace artistique qui n'était pas alors pris par des hommes. Et en fait, dans le cas de Stern, il y a plusieurs hommes qui finissent par la suivre dans sa démarche. Et donc, je pense que la réponse se trouve là. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de comparable canadien à Emily Carr, sauf pour les membres du groupe des 7 qui finissent par faire un peu comme elle. Il n'y a pas vraiment de comparatif australien à Preston, et les comparatifs sud-africains à Stern, encore une fois, viennent après coup. Et voilà. Donc, je pense que c'est une réponse qui est politique, mais qui n'est pas nécessairement idéologique. Merci. C'est votre chance. Vous avez Martin Crevier devant vous. Alors, je m'adresse à ceux avec nous en ligne ou autour de la table. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, questions pour Martin?
Une question, je ne suis pas sûre que je vais la formuler très clairement, puis ça se peut que j'ai mal compris des trucs, mais vraiment, c'était merveilleusement intéressant. Merci beaucoup. Quand tu parlais de Carr, tu parlais il y a un moment de bascule dans son œuvre où là, tout d'un coup, elle représente des objets, puis après ça, elle essaie de poser un regard qui serait celui des... Puis je me demandais un peu comment ça s'inscrit, ça, dans le rapport au passé, puis à la création d'une espèce de filiation nationale, si on passe d'un moment de représentation d'objets passés, mettons, à l'appropriation d'un regard. Je ne sais pas si c'est clair comme question. Oui, tout à fait. Ok. Au fond, si on suit ses lectures, ce qu'elle cherche à faire, c'est plus de comprendre quelle était l'intention du vannier ou du sculpteur autochtone, mais plutôt de comprendre son regard par rapport à la nature. Et donc là, elle se met vraiment à lire des textes anthropologiques qui parlent non pas de culture matérielle, mais de psychologie. Et c'est également la période où on commence à mettre en doute, ce qui est un projet, encore une fois, qui a été complètement discrédité aujourd'hui, mais qu'une culture sophistiquée puisse évoluer sur la côte ouest du Canada de manière assez indépendante. Et là, on se met à spéculer en se disant, bien, il y a certainement une origine asiatique récente qu'on peut retracer dans le langage, dans l'esthétisme, dans la musique, et Barbeau participe à ça. Et donc, elle suit un peu Barbeau dans l'espèce de recouvrement psychologique qui est décrit comme oriental ou asiatique, qu'on pourrait retracer parmi les nations autochtones de la côte ouest. Et donc là, elle se met à lire Gandhi, elle se lance dans le théophysisme, ce qui est assez commun parmi les artistes de l'époque. Et surtout, elle se met à lire des hindous convertis au christianisme, tout ça dans l'idée de retrouver une espèce de psychologie primaire. Et je pense que l'intention, c'est plus de regarder un objet, de tenter de le reproduire et tenter l'intention esthétique de l'auteur, mais vraiment de se dire comment est-ce que le créateur de cet objet regarde le monde. Et évidemment, il y a des croisements entre les deux, mais je pense que ça se fait assez franchement à la fin de sa carrière. Puis, la preuve, c'est qu'elle fait, ou la preuve ou la démonstration dans son art, c'est qu'elle fait des forêts qui sont menaçantes, qui sont colorées, qui sont un peu abstraites, chose qu'elle ne faisait pas du tout avant. Mais encore une fois, j'ai toujours plus de difficulté à parler des œuvres elles-mêmes que de l'idée des peintres, parce que je ne suis pas vraiment un historien de l'art. Je pense qu'il nous reste à remercier chaleureusement Martin pour son excellente conférence. Et puis, je vous le dis, surveillez-le. Il va faire plein d'activités au CRIDAC dans la prochaine année. Je suis convaincu. Donc, merci beaucoup, Martin. Merci.